Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission de bien-être Santé Plus. Le rythme et la qualité du développement de l'enfant dépendent de nombreux facteurs, soit génétiques, soit familiaux ou encore environnementaux. Ainsi, si chez certains enfants tout se passe bien, d'autres par contre présentent des lenteurs de développement, des fragilités et ou des anomalies. Repérer donc de façon précoce des signes de troubles de développement chez l'enfant est indispensable pour une prévention de qualité. Comment suivre le développement psychomoteur de votre enfant et quand faut-il s'inquiéter? Notre spécialiste santé se chargera de répondre à nos préoccupations. Il répond au nom de Dr Doussor Makos et il est médecin pédiatre. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler du développement psychomoteur de l'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un développement psychomoteur? Je vous remercie beaucoup pour le thème qui semble être un thème assez vaste. À travers vos différentes questions, j'espère que nous aurons le temps d'aborder l'essentiel qui pourra intéresser vraiment nos internautes. Alors, il faut comprendre par développement psychomoteur, déjà le mot psychomoteur, il y a le mot psychisme qui est dedans et le mot moteur. Donc, pour faire allusion au mot moteur, c'est la motricité en fait. C'est tout ce qui a trait à la posture, tout ce qui a trait au mouvement. Je pense que vous et moi n'avons pas encore vu un enfant qui est né, qui a commencé à courir en même temps. Donc, c'est toutes les étapes qu'il va subir depuis sa naissance jusqu'à un certain âge où il va acquérir des mouvements, des postures, des choses qu'il ne savait pas faire. Donc, par exemple, un enfant il naît, il ne sait pas encore s'asseoir, donc il faut qu'il s'asseye, il faut qu'il marche, il faut qu'il court. Et pour ça, il y a comme une charte, il y a comme des normes, donc comme des délais par rapport à son âge dans lesquels il doit tenir. Et pour faire allusion au psychisme, le psychisme, qui dit psychisme, parle de l'affectivité, parle de la sociabilisation, de l'intelligence, de l'esprit et tout ça. Donc, c'est tout ce qui permettra à l'enfant de s'exprimer. Donc, on va évaluer son langage, on va évaluer comment il est autonome, comment est-ce qu'il interagit avec son environnement, bref, quelle est sa sociabilité. Donc, c'est tout ça que nous mettons dans le développement psychomoteur et ça doit se dérouler normalement selon les âges prévus, de sorte qu'à chaque âge répond ce que l'enfant doit avoir comme acquisition. Donc, voilà ce que je peux dire pour essayer de vous expliquer ça. D'accord. Le parent a-t-il un rôle à jouer dans le bon développement de son enfant? Ah, forcément, parce qu'il y a deux conditions. La première condition pour avoir un bon développement psychomoteur, c'est déjà d'avoir une bonne santé. Et l'organe qui permet d'avoir un bon développement psychomoteur, c'est le cerveau. Donc, un enfant qui a un cerveau intègre, c'est-à-dire un cerveau qui n'a pas souffert, qui est indemne de toute maladie ou de toute souffrance, a déjà vraiment ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'il puisse faire les apprentissages et ça va se faire dans des conditions données. Et c'est là où vraiment le parent intervient. Donc, le parent, de par sa présence, de par sa disponibilité, va vraiment permettre à l'enfant de faire les apprentissages qu'il doit faire. Et déjà, c'est le fait que l'enfant voit le parent le faire. Ok, donc c'est un peu ça. Quelles sont les étapes du développement psychomoteur de l'enfant? Pour simplifier, je pense que je vais vous donner quelques exemples à des âges clés. Quand nous prenons un enfant de 3 mois, par exemple, un enfant de 3 mois, lorsque on le sourit, il doit répondre au sourire. À la naissance, dans son sommeil, il fait ce qu'on appelle le sourire aux anges. Donc, même en dormant, il sourit sans raison. Mais déjà à 3 mois, quand on lui sourit, il répond. Donc, on a un sourire-réponse. Quand on prend un enfant de 3 mois, il doit être capable de tenir la tête. Lorsque la maman à la naissance ne soutient pas la tête de son enfant, la tête balance un peu. À 3 mois, déjà, l'enfant doit commencer à tenir sa tête. Donc, voilà un peu des repères. Donc, à chaque âge, il y a des repères. Quand je prends un âge comme 6 mois, par exemple, un enfant qui a 6 mois doit être capable de pouvoir s'asseoir. Il doit être capable, lorsqu'on lui tend un objet, de pouvoir saisir l'objet. Et c'est à cette taille d'ailleurs que la plupart des enfants, ils mettent tout ce qu'ils trouvent à la bouche.
un peu. Il doit être capable vraiment de pousser des cris, mais des cris, de sorte que si on observe bien ces cris, on va voir qu'il y a des syllabes. C'est-à-dire des enfants qui font ba, 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 da, 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 pa. Donc, ce n'est pas des cris aigus comme à la naissance, mais on sent déjà que dans ces cris, il y a des syllabes qui commencent à s'y mettre. Donc, on peut élargir les exemples à 9 mois, par exemple, où un enfant de 9 mois, déjà, il s'assoit tout seul, mais il peut passer de la position couchée à la position assise. À cet âge, l'enfant répond déjà à son prénom et il commence déjà à comprendre le langage gestuel, à faire des au revoir, des bravos, par exemple. Quand on voit un enfant de 1 an, il est capable de tenir la cuillère pour manger tout seul. Hein, il peut déjà commencer à se tenir debout. Il y a même qui marche déjà à cet âge. Vous voyez, si vous prenez un enfant qui a 18 mois, ça, c'est ce qui marque les parents. C'est un enfant qui monte sur tout, qui est capable de monter les escaliers, de grimper, de sautiller. C'est un bon atout fait. Voilà, c'est un bon atout fait. Alors, donc, ce que je vais conseiller aux parents, c'est juste d'être curieux sur l'Internet ou bien à force de se comparer à d'autres enfants, on se retrouve facilement et on se rend compte de ce que l'enfant est censé faire à chaque âge. Donc, ce qui intéresse surtout, c'est les retards et j'espère qu'on en parlera. Exactement, on en vient justement, on remarque souvent des troubles chez certains enfants. Parlez-nous-en. Bon, les troubles, non seulement on remarque des troubles chez les enfants, mais ça étonne parfois que ces troubles échappent aux parents. Vous voyez? Or, ces troubles, lorsque on les découvre tôt, ces troubles peuvent être vraiment les symptômes, les manifestations d'une maladie qu'on peut prendre en charge, ou bien ces troubles peuvent renseigner sur la relation que la maman ou bien que l'entourage, c'est-à-dire en tant que la famille entretient avec l'enfant. Quand vous voyez par exemple un enfant, tout à l'heure on a dit qu'un enfant qui a 3 mois tient déjà la tête. Mais si vous avez un enfant qui a 4 mois ne tient pas la tête, c'est déjà un retard. Il y a un problème. Et si vous avez un enfant qui a 9 mois, la plupart des enfants déjà à 6 mois, ils s'asseyent. Mais dans une classe, quand on dit la moyenne est à 10 sur 20, il y a des gens qui ont 18, mais il y a des gens qui ont 10. Donc, pour avoir la note 10, par exemple pour la tenue assise, c'est que tout au plus, à 9 mois, il faut s'asseoir. Donc, un enfant qui à 9 mois ne s'asseye pas doit interpeller les parents. C'est déjà un signe d'alerte. Nous, médecins, nous pouvons évaluer et nous rendre compte que ça ne traduit rien, que c'est juste une petite paresse ou bien c'est la façon dont la maman se comporte parce que peut-être elle porte tout le temps son enfant au dos. Elle ne permet pas à l'enfant de faire cet apprentissage qui est à la base. Mais ça doit inquiéter, par exemple, de voir un enfant de 9 mois ne pas être capable de s'asseoir pendant une vingtaine de secondes, par exemple. Voyez. Quand nous prenons par rapport à la marche, un enfant qui a déjà 16 mois, 18 mois doit marcher. La plupart du temps, les enfants marchent autour de 1 an. Alors, ça, c'est pour parler un peu de la motricité. Mais si je vais vous donner quelques exemples par rapport au psychisme, parce qu'on a parlé de développement psychomoteur, au psychisme, qui fait rapport au langage et à la sociabilisation, par exemple, lorsque vous avez un enfant de 3 mois qui ne répond pas à votre sourire, ça doit déjà vous inquiéter en tant que parent. Lorsque vous avez un enfant de 1 an qui vraiment n'a pas de langage, le langage n'est pas que verbal. Le langage, par exemple, c'est qu'il doit quelque chose ou bien lorsqu'il prend le téléphone, il sait par exemple qu'il faut le mettre à l'oreille parce qu'il voit le parent faire. Donc, au moins, on voit qu'il joue et qu'il essaie quand même d'exprimer quelque chose. Donc, à 1 an, déjà, il doit avoir le langage. L'enfant commence déjà pas faire de petites imitations et tout. Alors, la parole doit s'exprimer à 2 ans. La différence entre le langage et la parole, c'est que la parole, c'est verbal. C'est articulé, ça s'exprime et l'enfant émet des sons. On sait que ce son qu'il émet répond vraiment, il désigne quelque chose de précis. Même s'il ne fait pas une phrase complète. Mais à 3 ans, il doit être capable vraiment de faire des phrases de sorte qu'on comprenne vraiment ce qu'il veut dire, par exemple. Il y a également des enfants qui sont dans leur coin, qui ont des gestes vraiment pauvres. C'est-à-dire, il est là, il tient peut-être un stylo ou quelque chose, à faire le même mouvement tout le temps, donc des mouvements stéréotypés. Il est avec des voisins, il ne joue pas, il va se mettre seul dans son coin. Il a déjà 3 ans, quand il lui vient, il ne salue jamais quelqu'un. Et en plus, on voit qu'il a des troubles de sommeil.
qu'il a des troubles d'alimentation. Vous voyez, donc, du point de vue sociabilisation, on voit qu'il y a des difficultés. C'est déjà des éléments qui doivent quand même attirer l'attention des parents pour qu'ils comprennent que, tiens, il y a quelque chose qui se passe et que vraiment, nous, médecins, devons les aider à quelque chose. D'accord. Quels sont les facteurs de risque? Qu'est-ce qui amène ces troubles-là? Il y a plusieurs causes. Et les causes ont leur essence avant même. Parfois, hein, il y a des causes qui ont leur essence avant même la naissance de l'enfant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intégrité du cerveau. Donc, il y a des maladies qui vraiment vont se transmettre de la mère à l'enfant et vont impacter négativement sur le cerveau de l'enfant. C'est par exemple une maladie qu'on appelle toxoplasmose. Donc là, nous revenons encore... Non, c'est une maladie, c'est une forme de parasite qu'on retrouve habituellement au niveau du rat, au niveau du chat, par exemple. Ouais, donc, en prenant de la viande mal cuite, une femme enceinte peut attraper ce genre de parasite. Et une fois enceinte, comme elle a déjà l'immunité, elle ne fera pas la maladie, mais au cours de au cours de la grossesse, au cours de la formation de l'œuf, c'est-à-dire du futur bébé, ce genre de parasite va quand même créer des dégâts au niveau du cerveau, par exemple. Et donc, cet enfant qui va naître peut avoir des difficultés. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des maladies déjà au niveau de la maman. Donc, nous revenons encore sur l'intérêt de faire le bilan même prénuptial, préconceptionnel, le bilan prénatal, pour déjà s'assurer qu'il n'y a pas de ces maladies, auquel cas il faut les prendre correctement en charge avant même la naissance de l'enfant. Maintenant, il y a également des situations qui se produisent au cours de l'accouchement. Et c'est ce que nous observons souvent. Un enfant qui à la naissance n'a pas crié, c'est-à-dire a manqué d'oxygène dans les 10 ou 15 premières minutes déjà de vie, ça suffit. Ça suffit pour qu'il y ait des lésions irréversibles au niveau de son cerveau. De sorte qu'après, même s'il y a de bonnes stimulations au niveau de l'entourage, même s'il y a de bonnes relations mère-enfant et tout, c'est-à-dire le cerveau qui est le support qui va permettre quand même à l'enfant d'avoir un bon développement psychomoteur, le support n'est pas de bonne qualité. Donc, on ne peut rien ni imprimer dessus. Voilà un peu. Donc, tout ce qui fait qu'à la naissance, l'enfant ne crie pas vite. Donc, un travail d'accouchement qui est mal géré, ou bien une césarienne qu'on doit faire à temps, qui n'a pas été faite, l'enfant a commencé à souffrir plus tôt avant qu'on ne décide de la césarienne, peut-être parce que la maman s'y oppose, ou bien parce que il n'y a pas le gynécologue, vous voyez. Donc, tout contexte qui amène à un accouchement difficile est déjà un facteur favorisant de séquelles neurologiques. Donc, ça va conduire, en fait, à ces cas que nous observons. Il y a également les maladies qui touchent directement le cerveau, par un licteur du nouveau-né à la naissance. Un enfant qui fait un paludisme, qui fait des crises convulsives, c'est-à-dire qui fait des convulsions, ce que nous appelons en termes vulgaires des attaques. Lorsque vous faites un neuropaludisme, un paludisme qui plonge l'enfant dans un coma, par exemple, vous voyez, les méningites, vous voyez, pour lesquelles, heureusement, il existe des vaccinations, bon, pour certaines formes, vous voyez, donc, tout ça, ça va conduire. Mais ce qui est... Ça, d'ailleurs, c'est des cas qui sont un peu plus difficiles à gérer, donc c'est prévenir. Mais il y a des cas où vraiment l'enfant n'a rien. Mais on constate que c'est la stimulation qui n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire la relation mère-enfant ne se passe pas bien. Et cette relation commence déjà avant même la naissance de l'enfant. La qualité de cette relation dépend déjà de la qualité que la maman a avec le papa. Et après, sa disponibilité, comment elle a désiré l'enfant, et donc sa disponibilité pour être à côté de son enfant, une disponibilité aussi bien physique qu'émotionnelle. Donc, vous voyez, tout ça, si on a affaire à une maman qui psychologiquement n'est pas au point, qui n'a pas désiré son enfant, ça peut impacter aussi sur... Donc, voilà un peu quelques exemples de causes. Alors, comment prévenir tout ce qu'on vient de citer? Comment éviter ce genre de problèmes à l'enfant? Bon, la prévention va déjà se déduire des situations et des causes dont je viens de parler. Ce qui est évitable déjà, les maladies liées à la mère, et les maladies liées à la grossesse, les situations à la naissance,
Ça, on peut déjà les prévenir en faisant le bilan pré-conceptionnel, le bilan prénatal, en faisant de sorte que les grossesses soient bien suivies et que les accouchements se passent dans de bonnes conditions. Et je peux vous assurer qu'il y a un effort qui est fait. Heureusement qu'aujourd'hui, on a moins de centres. Sinon, c'est parce que je ne peux pas certifier formellement, sinon je ne pense pas avec tout ce que le gouvernement a mis en œuvre et a fermé les cliniques qui ne sont pas, ou bien les centres qui ne sont pas des centres légaux. Pas vraiment. Donc aujourd'hui, au moins, les accouchements se passent dans de bonnes conditions, de sorte qu'au moins quand l'enfant naît et ne crie pas, on peut l'assister. Mais si une maman, par exemple, va accoucher dans un centre où à la naissance, l'enfant ne crie pas, et qu'on n'arrive pas à l'aspirer, à faire des gestes qui n'ont l'air de rien du tout, qui ne demandent pas de grands moyens, mais qu'il faut faire vraiment dans les 10 ou 15 premières minutes. Donc, si l'accouchement se déroule dans des centres qui ont l'équipement qu'il faut pour que on évite ces retards de cris, ces retards d'oxygénation, on aurait déjà gagné parce que c'est là où on trouve le gros lot, en fait. Parmi les causes les plus fréquentes, c'est ce que nous appelons dans notre jargon l'asphyxie périnatale, c'est-à-dire le fait que l'enfant manque d'oxygène à la naissance. Donc ça, déjà, au moins, le gouvernement a fait un effort, mais tant qu'il y a quelques cas qu'on y retrouve, je pense que nous, agents de santé, nous allons continuer à nous améliorer dans ce sens. Mais il ne faut pas aussi que les travaux d'accouchement, quand la femme rentre en travail, il ne faut pas aussi qu'elle traîne à la maison. Okay? Donc ça aussi, c'est ce que je peux dire. Maintenant, les relations mère-enfant qui relèvent du domaine de la psychologie et autres, c'est un peu difficile de donner des conseils types dessus. On peut toutefois interpeller les papas à bien jouer leur rôle. Si le papa est présent, accompagne la mère, pourquoi ne pas donner ce amour-là à l'enfant? Non, c'est notre souhait, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que les psychologues et les personnes ressources et tout le monde, nous allons vraiment souhaiter que les conflits entre parents vraiment diminuent. On ne peut pas dit que ça va disparaître totalement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour que les enfants grandissent vraiment dans les conditions qu'il faut. Mais il y a également un autre phénomène, c'est la surprotection. Parce qu'il y a des mères aussi qui surprotègent les enfants. Quand c'est comme ça, on voit que le langage peut évoluer, mais au niveau de la motricité, quand une maman ne veut pas que son enfant joue au sol, parce qu'elle a peur, par exemple, que l'enfant attrape, elle voit les microbes partout. Elle a une hantise des infections. Qu'il se blesse. Donc, vous voyez qu'un enfant qui n'est pas au sol, comment voulez-vous qu'il apprenne à s'asseoir, qu'il apprenne à marcher s'il est tout le temps au dos? Vous voyez. Il y a des mamans qui ne sont pas disponibles aussi pour communiquer avec leur enfant. Et par rapport à ces mamans, ce que moi je leur conseille, c'est qu'il ne faut pas qu'ils rentrent dans le piège des écrans. Parce que déjà, le boulot fait que la maman n'est pas disponible, n'est pas trop disponible. Et le peu de temps qu'elle doit accorder à son enfant, elle est sur WhatsApp ou bien elle est en train de suivre YouTube, bien elle est aux écrans. Je pense qu'un effort doit être fait à ce niveau-là aussi. Maintenant, les mères qui ne peuvent vraiment pas être disponibles pour leurs enfants, je pense que dès qu'ils peuvent, il vaut mieux qu'ils envoient l'enfant dans les garderies pour qu'au moins ils puissent se sociabiliser. Parce que laisser l'enfant, oui, si c'est encore chez une mémé qui peut se substituer à la mère et faire les choses avec amour, c'est mieux que de prendre une domestique qui ne comprend pas, c'est-à-dire la maman parle une autre langue, la domestique parle une autre langue, le papa parle une autre langue. Vous voyez par exemple ces genres de situations, ou bien la domestique, pendant qu'on lui demande de s'occuper de l'enfant, elle va laisser l'enfant, elle a des travaux à faire, donc il n'y a pas d'interaction. Vous voyez, ça va agir après sur le langage et puis agir également sur les apprentissages. Alors, quelques conseils aux parents? Bon, ce que je peux déjà dire aux parents, c'est que le développement psychomoteur de l'enfant, c'est un élément très important qu'il faut apprécier. Et le cerveau de l'enfant étant en devenir, les choses se mettent en place très vite, de sorte qu'à 2 ans, la plupart de ce qui doit se mettre en place se fait déjà. Donc, un enfant qui a 0 à 2 ans, il faut vraiment un suivi, il faut être attentif. Et dès que le parent a le moindre soupçon, il faut qu'il voie un médecin, je ne dis pas forcément un pédiatre, pour qu'on puisse confirmer si oui ou non il y a un retard ou pas. Alors, pour que les choses se mettent en place correctement comme cela se doit, il faut que le parent se montre disponible. Parce que c'est à partir des interactions que nous avons avec nos enfants, c'est à partir de là que la sociabilisation
et le langage se construit. Et pour que la motricité puisse vraiment suivre, il ne faut pas surprotéger les enfants. Il faut les laisser découvrir leur environnement. Il faut leur donner l'occasion vraiment d'utiliser leurs mains, de faire leurs expériences. Et je terminerai sur cela en insistant sur le piège des écrans par rapport à cet aspect. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Fin de ce numéro Santé Plus, que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker l'émission. N'oubliez pas, de vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour d'autres thématiques encore plus intéressantes. Bye bye.